tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de cet Expresso de Rassemblimo. C'est le mardi 1er février. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je vois qu'a priori, certains seront parmi nous pour la première fois en live après avoir longtemps écouté en podcast. Faites-nous un petit coucou dans les commentaires pour nous indiquer que vous êtes bien présents avec nous. Je vais vérifier que tout se soit bien lancé dans le groupe. A priori, ça tourne. Julien nous dit déjà salut à tous les deux, donc c'est que ça fonctionne. Salut Julien. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On est le 1er février, donc ça y est, c'est trop tard pour vous souhaiter bonne année. Vous aviez jusqu'à hier, maintenant vous serez brûlés en enfer si vous le faites aujourd'hui et que vous ne respectez pas la règle. Salut Claudia, ravi de te retrouver ici. Je suis sûr que ça fait très plaisir à notre invité du jour. Salut Julie. Salut Philippe, salut Mickaël, salut Émilie. Ouais, il n'y a que des membres de l'Académie Accélérimo, ou presque. Salut Marie-Pierre. Julien te dit, ça va bien se passer, Alexandra. C'est bien, il prend soin de moi, c'est cool. Oui. Vous êtes une vingtaine déjà à être connectés. On est ravis avec Alexandra de vous retrouver ce matin. C'est parti pour un nouveau numéro. Alexandra est notre invitée du jour. Tiens, on a Omangel aussi qui est là. Salut Claire, salut François, on a d'anciens invités également. Alexandra, ce que je te propose pour démarrer et rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais on a trop de bonjours, on a Cinderella bien sûr qui te fait un bonjour. Il y a même un cœur, tu vois, un inférieur à 3 qui vient de partir. J'ai un fan club. Ouais, visiblement. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers, conseillères, dirigeants d'agence qui sont avec nous ce matin et qui ne te connaîtraient pas? Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandra Leblanc-Guyot et je suis la fondatrice de Fabrique ta com, donc un bébé entreprise qui a vu le jour en début octobre. Donc, avant, pour resituer un peu les choses, j'étais conseillère en immobilier. J'ai fait 2 réseaux, un très, très grand, le plus grand national. Et ensuite, j'ai basculé assez rapidement dans un plus petit réseau, on va dire plus familial, qui était vraiment en raccord avec mes valeurs. Et au bout d'un peu plus d'1 an, je me suis rendu compte en fait que ce qui m'éclatait vraiment, en fait, c'était vraiment tout ce qui était marketing digital, la stratégie d'entreprise, la stratégie de com, ce que j'avais fait auparavant, avant l'immobilier. Et donc, j'ai décidé de basculer totalement et de faire vraiment ce qui me plaisait à 200%. On a Cinderella qui dit « Je ferai le challenge story dès que j'irai mieux ». Donc, prochain challenge qu'organise Alexandra. J'espère que vous serez tous présents pour ça. Alexandra, est-ce qu'on peut peut-être, tu parlais de ton expérience précédente avant conseillère en immobilier, etc. Est-ce que peut-être tu peux nous refaire Alors, 2 choses. Avant que tu nous refasses ton parcours, je vous rappelle, alors vous êtes plutôt de bons élèves ce matin, vous avez tous cliqué sur le lien, d'habitude je suis obligé de le répéter, mais là, vous avez quasiment tous, à part Malika peut-être, mais en tout cas, la plupart d'entre vous, vous avez cliqué sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour qu'on puisse afficher votre nom et votre photo de profil lorsqu'on affiche les commentaires à l'écran. Donc, merci beaucoup pour ça. On va parler donc aujourd'hui, on va juste donner quand même un peu le sommaire. Le sujet vraiment pour nous aujourd'hui, c'était important pour nous avec Alexandra, c'était d'évoquer ce sujet de votre communication sur les réseaux sociaux, mais surtout par un prisme qui nous tient à cœur et qui tient beaucoup à cœur à Alexandra aussi, c'est comment est-ce qu'on peut faire finalement pour avoir une communication qui soit la plus juste, parce que la plus authentique, qui soit la plus naturelle, sans pour autant, tout en restant professionnel, sans faire comme les autres. Parce qu'en fait, le grand paradoxe de ce qu'on constate aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance d'abord à ne pas être soi, parce qu'on veut faire comme les autres. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver son truc à soi, tout en restant professionnel, sous-entendant, on peut tout à fait avoir une communication qui soit légère si on le souhaite, mais qui mette en avant quand même son expertise et qui apporte de la valeur à son audience. C'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Alexandra. Mais donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et pendant que vous continuez de vous connecter, Alexandra, ton parcours finalement pour arriver à la communication digitale des agents immobiliers. Donc, Steve Jobs disait « connect the dots », tu vois, de relier les points. Donc, tu arrives maintenant avec cette activité qui accompagne les conseillers en immobilier sur la communication digitale. Je précise ici que depuis aujourd'hui, tu accompagnes nos membres
dans l'Académie Accélère Imo sur leur communication digitale et que tu t'occupes de notre community management à nous dans l'entreprise. Alexandra, donc c'est ce que tu fais aujourd'hui. Avant ça, conseillère, tu as dit avant ça un peu déjà de com digital, avant ça peut-être encore d'autres choses. Comment est-ce qu'on en vient à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, comment on en vient? Fais pas genre, tu es obligé de revenir genre 30 ans en arrière. Ouais, bah, on n'est pas loin quand même. Non, on va revenir. Je vais calculer ce que je me doutais un peu de la question. J'ai recalculé hier soir, une quinzaine d'années quand même. C'est pas mal. Ouais. Il y a une quinzaine d'années, donc pour resituer au niveau familial, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient une entreprise, donc pas du tout dans l'IMO, complètement ailleurs. Donc j'ai toujours baigné en fait dans le côté entrepreneurial. Et à l'époque, c'est moi entre guillemets qui leur ai dit qu'il fallait qu'ils digitalisent leur entreprise. Alors par contre, quand j'ai digitalisé, c'est qu'on était partis nous sur de la vente avec eBay. Donc ça date. Hein. Ouais. Et je les avais motivés aussi à créer leur site internet. Bon, c'était par une boîte de com. Mais à ce moment-là, moi, j'étais déjà en gendarmerie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait 17 ans de gendarmerie avant l'immobilier et avant la com. Et donc, voilà. Donc, je les aidais sur le repos. Et puis, parce que moi, ça me passionnait. Puis voilà, à ce moment-là, je n'avais pas spécialement percuté qu'il y avait un truc à faire. Et puis aussi parce que moi, dans ma famille, on n'avait pas d'ordinateur. Le premier ordinateur qui arrivait dans la famille, c'est celui que moi, je me suis acheté. Donc, et donc, il y a eu lieu la reconversion. Et au moment de la reconversion, je suis tombée un peu par hasard dans la marmite du marketing digital avec Open Classroom, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une plateforme, en fait, qui vous met des cours. Et donc, vous suivez les cours. Moi, j'ai eu la plateforme, entre guillemets, payante. Donc, j'avais vraiment accès à tout. Je pouvais même avoir les formations diplômantes. Et en parallèle, je faisais la main en fait avec une entreprise. Donc j'ai vu à peu près tout ce qu'on peut voir sur le marketing digital. Ça va de l'animation d'un groupe Facebook jusqu'à la création graphique, jusqu'à l'emailing, la stratégie CRM. Et donc j'ai pu, j'ai chopé un peu ce que j'aimais. Et donc clairement c'était la communication, l'interaction en fait avec les autres qui ressortait à chaque fois. Et pourquoi l'immobilier du coup? Et donc pourquoi l'immobilier du coup? C'est qu'il y a eu un moment donné, j'ai dû faire un choix parce qu'il faut bien manger à la fin du mois. Et j'ai fait une rencontre dans l'IMO et je me suis dit, alors en même temps, j'avais ce souci d'être toujours derrière l'écran et étant hyper active et à un moment donné, il me fallait du terrain. Et l'immobilier, en fait, me permettait... Alors, j'avais deux challenges. Ça me permettait déjà de créer mon entreprise. J'ai su après que ce n'était pas assez, ce qu'il fallait vraiment que je crée ma boîte. Et en même temps, ça me permettait de mettre en application tout ce que je faisais en fait, d'habitude pour les autres. Donc, je le faisais pour moi et j'avais envie de me challenger. J'avais envie de voir si ça fonctionnait aussi pour mon activité. Le côté IMO, le côté clientèle, le côté cocooning de la maison, moi, ça m'a toujours parlé parce que j'ai toujours un rapport particulier avec l'intérieur des domiciles. Et avec le mélange de tout ça, je me suis dit, allez go, on va se tester. Et déjà à l'époque, j'avais vu que la com en immobilier, il y avait du boulot et je me suis dit, tiens, on va essayer, voir si je peux faire changer les choses juste en tant que pro de l'IMO. Ce qui t'a amené du coup maintenant à passer de l'autre côté, on va dire, du miroir et de passer donc côté accompagnement des conseillers, des conseillers IMO. Je vais prendre quelques commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions à Alexandra d'ores et déjà. Un petit bonjour à Jean-Charles. Je faisais mention à Jean-Charles tout à l'heure, qui a priori évoquait le fait qu'il a l'habitude d'écouter un podcast et que c'est la première fois qu'il venait pendant le live. Donc, Jean-Charles, bienvenue pendant le live. Salut à Aurélie, salut Alexis, pour les plus fidèles au rendez-vous. Salut Virginie, ravi de te retrouver là. Maxime, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour qu'on puisse afficher toi aussi ton nom et ta photo de profil. Mauvais élève que tu es. Julien dit mettez des pouces et des cœurs. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre du coup dans le vif du sujet. Alexandra, d'ailleurs, je trouve qu'il y a un fil un petit peu commun à tout ce que tu évoques là. Quelle place, avant qu'on parle de communication digitale à proprement parler, quelle place trouve l'apprentissage dans ton parcours? Tu as parlé d'Open Classroom, je sais que tu te formes beaucoup, etc. Quelle importance ça a pour toi? Parce que je pense que ça peut inspirer les autres aussi. L'importance que ça... je suis un peu une boulimique des formations.
Et l'importance que ça, c'est que ça te permet en fait de toujours te tenir informé en fait de ce qui se passe, surtout en termes de digital, c'est que ça va super vite. En termes d'entrepreneurial, je pars du principe que la France a quelques années de retard. Et le fait justement de pouvoir te former, parce que quand je parle de formation, c'est pas uniquement ce que tu achètes, c'est aussi dans la veille que tu peux faire avec le web. On a pléthore d'infos, donc tu peux te former tous les jours. Et ça te permet justement de pouvoir suivre les tendances, suivre l'actualité, et puis aussi, toi, t'ouvrir à des choses qui t'avaient peut-être pas paru logiques en amont, quoi. C'est marrant parce que c'est un constat que j'ai fait depuis 5 ans, c'est que j'ai toujours trouvé que les professionnels de l'immobilier n'étaient pas particulièrement passionnés, en fait, dans le sens s'informer de l'industrie, de ce qui se passe, de ses évolutions, de son avenir, de l'écosystème dans lequel on évolue, de toutes les choses qui vont impacter le quotidien d'un conseiller immobilier, que ce soit les évolutions technologiques, mais aussi juridiques, légales. Enfin, voilà, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un manque. Alors, ça ne concerne pas forcément les gens qui sont là, qui nous écoutent, pour en connaître beaucoup. Si vous êtes là, c'est que ce n'est pas le cas. Mais pour les 40 qui sont en live actuellement, ou les 1000 ou 1500 qui finiront par écouter ce podcast, il en reste 120 000 qui ne l'écoutent pas. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était un manque dans l'industrie sur ce côté vraiment de s'informer, de se former, de se passionner, d'essayer de réfléchir, etc., au-delà de son quotidien. Mais ce n'est pas toujours simple quand on est dans la roue du hamster du quotidien. Alexandra, du coup, pour entrer dans le sujet qu'on avait décidé d'aborder, c'est quoi les écueils que tu as constatés, toi, chez les conseillers immobiliers, sur ce sujet spécifique d'à la fois être soi-même et en même temps de rester professionnel par rapport à tout ce qu'on voit émerger aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ça part de quel constat finalement? Alors, quand j'ai voulu créer mon activité, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai été recontacter en fait tous les conseillers pour avoir leur vision en fait du digital, parce que moi j'étais quasiment persuadée de ce qui manquait, du souci qu'il y avait pour eux, mais voilà, après je sais qu'on peut très bien se planter entre ce que nous, la vision qu'on a et ce que ressentent les conseillers, il peut y avoir un fossé. Et donc j'ai cumulé les questionnaires, j'ai cumulé je sais pas une vingtaine, peut-être même une trentaine d'heures de live avec pas mal de conseillers, et en fait on va dire 90% des fois, ça ressortait sur le même sujet. C'était « Ok, je vois qu'il faut être présent, j'ai conscience, il n'y a pas de souci. Par contre, clairement, je ne sais pas comment me montrer. » Donc, il y a un problème entre guillemets de mindset, c'est de confiance en soi. Comment moi, je peux me montrer sur les réseaux? J'ose pas. J'ose pas parce que j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas intéresser l'audience qui me suit. Il y a aussi des craintes techniques, mais clairement, quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'en 2 heures de formation, ça peut être bouclé. Et le pire, c'est que dans tout ça, il y en a plein qui ont déjà pris des formations digitales à côté. Donc, clairement, le souci n'est pas sur les connaissances techniques, les connaissances digitales. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui savent se servir des plateformes, mais c'est comment interagir avec les gens, comment arriver à montrer son expertise sans être ridicule et en intéressant les personnes. On touche du doigt à ce qu'on vit dans l'Académie Accéléré Immo depuis 4 ans. C'est le fait que, quand je dis que finalement le savoir ou les compétences, les techniques, c'est une commodité aujourd'hui à l'ère d'Internet et de Google, finalement, souvent les gens ils écarquillent en disant « mais comment est-ce qu'on peut dire ça ?» Mais en vrai, si tu veux apprendre des techniques, comment faire les choses, fondamentalement, il y a de grandes chances que la solution ait déjà été donnée quelque part. L'écueil, c'est comment surmonter les barrières mentales qui font, ou les points de blocage, d'organisation qui font qu'à un moment donné, tu vas pas y arriver. Je vois qu'on a déjà pas mal de questions et de remarques. Oui. Je te propose qu'on les prenne du coup pour coller vraiment à ce que les gens souhaitent. Je voudrais qu'on parle du sujet de Marie-Pierre qui rejoint un tout petit peu ce que tu évoquais là. Marie-Pierre dit « L'intérêt d'une communication digitale est évident, mais comment se démarquer et avancer sans subir cette injonction permanente à la communication ?» Et je crois que récemment, tu as interagi avec quelqu'un sur LinkedIn un petit peu sur ce sujet-là en fait, est-ce qu'on est obligé de communiquer? Et si oui, est-ce qu'on est vraiment obligé de tout montrer? C'est ce côté vraiment un peu injonction de faut absolument le faire si on ne se sent pas de le faire comment on fait? Alors, j'ai tendance à dire que oui, il faut être partout. Alors, pas que sur le digital, parce que là, c'est vrai qu'on parle vraiment du digital, mais pour moi, il faut être partout, que ce soit digital, réseaux sociaux,
le web en général, avec Google My Business, pourquoi pas un site internet, même si c'est juste un site vitrine, et aussi sur le terrain. Il ne faut pas non plus oublier ce côté terrain. Donc, on est obligé d'être partout dans le sens où, on va reciter plutôt les stats. Il faut être vu 7 fois avant que ton audience t'ait vraiment mis en tant que professionnel du secteur où tu bosses. Donc, en gros, vos prospects ou vos clients, il faut qu'ils vous voient 7 fois avant de se dire « je pense immobilier, je pense à Marie-Pierre ». Donc, avant qu'ils vous voient 7 fois, en connaissant comment fonctionne l'algorithme, il y a de quoi publier. Donc oui, il faut être partout. Maintenant, il ne faut pas voir ça comme une injonction. Je pense qu'au départ, faut prendre du plaisir. Donc je pense que la personne qui débute, faut le prendre en jeu, il faut se tester, il faut voir ce qu'on aime. Et une fois qu'on a trouvé ses marques, là, on se lance. Et là, dans ce cas-là, on peut clairement bosser sur une stratégie de com, mais pure et dure. Mais je pense qu'avant, il faut juste reposer les bases, savoir pourquoi vous avez envie de communiquer, ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est une notion de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est une notion d'augmenter peut-être son cercle d'influence, etc. Sur quelle valeur? Et ensuite, vous prenez du plaisir et ensuite, on bosse vraiment sur une stratégie où là, entre guillemets, il y a une injonction à communiquer parce qu'on a des objectifs vraiment définis derrière, quoi. Ouais, et puis, on ne peut pas jouer éternellement les romantiques, c'est-à-dire qu'il y a 80 ans, il fallait être dans un journal papier, puis après, il a fallu être à la radio, puis après, il a fallu être à la télé, puis après, il a fallu être sur Internet, puis après, il a fallu être sur les réseaux sociaux, etc. C'est pas qu'il faut, c'est simplement qu'il faut être présent là où est l'attention des gens. Et aujourd'hui, force est de constater que l'attention des gens, elle est dans leur smartphone. Et quand on est tous chez le médecin, on a arrêté de lire le magazine qui était sur la table basse parce qu'on sort nos smartphones. Ou quand on attend le bus, on a arrêté de regarder l'abribus, mais on regarde notre smartphone. Donc, ce n'est pas une injonction pour le plaisir de l'injonction, c'est juste que aujourd'hui, une entreprise se doit d'être présente là où est l'attention des gens. Et donc, il faut se poser la question du coup de où sont ces gens-là sur son territoire et donc d'identifier à qui on s'adresse. Et avant qu'on arrive sur le sujet de à qui on s'adresse, ça s'excite dans les commentaires sur la partie notamment organisationnelle. C'est-à-dire que Émilie disait, je crois, alors je remonte déjà dans les commentaires parce que ça va vite, mais disait un conseiller ne peut pas être multitâche, doit être multitâche, mais du coup c'est compliqué, on ne peut pas être partout, du coup il faut savoir déléguer certaines tâches, etc. Donc c'est parti en conversation sur la délégation. Est-ce que la communication digitale, c'est quelque chose qu'on peut déléguer d'une part, et d'autre part, sur le sujet du multitâche, pour répondre à Émilie, est-ce qu'il n'y a pas du recyclage à faire aussi? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des moyens de se faciliter la tâche en termes de communication? Alors, il y a 2 ou 3 questions là dans ta question. Je vais essayer d'y aller par étapes. Donc, sur la délégation, oui. Mais avant, je pense qu'il faut connaître un minimum pour ne pas prendre n'importe qui et avoir quand même un œil dessus et que ça respecte. Alors, pour ceux qui me suivent, ils en entendent toujours parler, mais pour que ça respecte tes valeurs et que tu puisses, si ce n'est pas quelqu'un à qui tu délègues qui est spécialisé dans l'immobilier, il faut que tu puisses avoir un œil dessus. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il faut mettre la main à la pâte. C'est un peu comme je vais reprendre ton cas, comme le coach en IMO. Pour moi, il faut qu'il ait fait du terrain avant. Si tu n'as pas fait de terrain avant, tu peux pas comprendre. Donc, avant de déléguer, mettez la main à la pâte juste pour comprendre en fait comment ça fonctionne et pour toujours avoir un œil sur la personne à qui vous déléguez. Deuxième chose, concernant le recyclage, oui. Ouais, ça va permettre de répondre à Julie, parce que là, Julie nous dit le contenu digital, c'est pas mon truc. Je réfléchis 3 plombes pour quoi écrire, quoi mettre. C'est pas mon truc, donc je vais sous-traiter sûrement à terme, mais avant, je veux tester. Bon, bref. Mais en tout cas, peut-être pour répondre à Julie, c'est quand on se demande qu'est-ce que je dois raconter, c'est en fait de comprendre que dans sa communication de terrain, déjà, il existe énormément de choses qu'on peut réutiliser dans sa communication digitale. D'où le recyclage. Et ça, c'est aussi un blocage que j'ai remarqué chez les conseillers, c'est que, alors, il y en a qui arrivent à communiquer sur les réseaux, ils arrivent à communiquer sur le terrain, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les deux. Et en fait, quand on leur dit, mais c'est simple, par exemple, tu mets, disons, une gazette, et ta gazette, tu peux en faire 5 publications, tu peux en faire 1 ou 2 vidéos, tu peux en faire 10 réels. Et quand on commence à découper en fait ce qui existe déjà, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être 2 mois de contenu pour une gazette. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas il n'y a pas le réflexe, mais c'est comme tout en fait, c'est une gymnastique. Au début, c'est compliqué. Tu notes sur un tableau, puis après, tu prends ton téléphone et tu fais le truc à l'arrache. Mais tu le fais à l'arrache, mais parce que tu as la stratégie, en fait, elle est imprégnée, en fait. Donc c'est une gymnastique à faire, mais pour Julie, on va s'en occuper. Ouais. Et puis surtout, Julie a toutes les ressources nécessaires dans l'académie, dans le sens où, d'abord, il y a des modèles, etc. dans le programme, mais c'est surtout qu'il y a
encore une fois, on fait vraiment ce travail de… On part de qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre de la part d'un conseiller immobilier localement. Et une fois qu'on a répondu à cette question-là, après, c'est plus un sujet de savoir comment. Après, c'est qu'un sujet de comment je vais le mettre d'un côté dans un réseau social, comment je le mets dans un document que je distribue ou dans un partenariat avec un commerçant, etc. etc. Et en fait, ça m'amène du coup à la question derrière, parce que les gens se disent, mais je raconte quoi? Alors nous, on aide beaucoup nos membres là-dessus, mais pour moi, je vois deux choses. Tu vas me dire un petit peu ce que tu en penses. C'est d'abord, c'est le quotidien d'un conseiller immobilier. Dans le quotidien d'un conseiller immobilier, il y a déjà tout. Parce que, en fait, c'est juste que vous vous mettez pas dans une posture de communication. Donc, vous notez pas toujours les questions que vous posent vos clients, vos acheteurs, vos vendeurs, vos partenaires, vos potes autour d'un dîner, etc., qui ont toujours des questions sur l'immobilier, etc. Si vos potes au cours d'un dîner vous posent des questions, vous pouvez être sûr que tout le monde se pose la même question. Donc, il y a déjà le quotidien du conseiller immobilier. Et puis ensuite, de se mettre peut-être de manière empathique dans la peau d'un prospect potentiel sur c'est quoi les doutes, c'est quoi les peurs, c'est quoi les joies, les espoirs d'un acheteur ou d'un vendeur sur un territoire donné, c'est ça? En fait, tu as résumé en fait, le programme en ligne que j'ai actuellement, là, que je suis en train de tester. Je l'ai fait bosser justement, je reprends vraiment les bases et je l'ai fait tout bêtement bosser sur le client. Alors, les clients idéaux, parce que dans l'immo, on n'a pas un client idéal. Et c'est vrai, quand j'expose le truc, au début, on me dit, je vois pas à quoi ça sert. Et quand je commence à expliquer, voilà à quoi ça va servir. Et en gros, tu as résumé, donc je vais pas le refaire. Là, tout de suite, je vois les yeux qui scintillent. Ah ouais, mais en fait, c'est simple. Bon, ce qui est compliqué, c'est de bosser les clients idéaux. Et après, tout le reste, ça découle, en fait. Et comme tu dis, on va savoir quand, où, comment parler. Donc déjà, tu sais quel sujet intéresse ton client, parce que tu sais où il va faire les courses. Tu sais pourquoi il n'a pas envie d'appeler un pro de l'IMO. Tu sais ce qu'il espère de toi. Tu sais pourquoi il te déteste. C'est des trucs tout bêtes. Mais en fait, tu le sais, tu as dans la tête. Mais tant que tu ne l'as pas noté sur un papier et que tu n'as pas réfléchi que toutes les infos que tu avais, en fait, c'était de l'or et que tu pouvais derrière en faire ta com, c'est juste ça, en fait, qui manque. Pour la plupart, il ne manque pas grand-chose. Ils ont déjà toutes les infos, ils connaissent super bien leur secteur, super bien leurs clients. C'est juste qu'il manque le déclic et, entre guillemets, la gymnastique pour lancer la com derrière. Est-ce que c'est parce qu'on n'accorde pas suffisamment d'importance à ce sujet? Alors, Maxime parle de l'agenda, ce qui est dans l'agenda n'existe pas. Donc, est-ce que c'est aussi parce que d'abord, il n'y a pas ce travail de mettre à l'agenda un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on va se poser sur sa communication digitale, comme on le fait sur les autres pans de son activité, et sur quels sont les sujets que je vais aborder. J'ai ma liste de sujets, de quoi est-ce que je parle dans 15 jours, dans 3 semaines, etc. De la même manière qu'on devrait le faire dans les autres pans de son activité, en fait. Alors, il y a deux choses qui manquent. D'une, c'est le reporting. La plupart ne font pas de reporting. Donc, quand je dis reporting, c'est qu'ils ne mettent pas, par exemple, comment le client l'a connu. Quand je demande, mais ton client, il t'a connu comment? Je ne sais pas. Donc, bon, déjà, voilà. Donc, tout ce qui est reporting sur le terrain, la relation client, et déjà, ça, pour la plupart, il n'y a pas. Donc, ils n'ont pas la base. Donc, obligatoirement, ils ne savent pas où aller chercher le client. Et ils ne savent pas quoi communiquer vu qu'ils ne pensent pas à noter, comme tu disais, après le rendez-vous, après les appels. Il y a plein de petites questions en fait à poser. Limite, se faire un listing de questions et penser à les poser. Et ensuite, en effet, il y a le coup de l'agenda. Mais il y en a beaucoup qui se mettent sur l'agenda, je ne sais pas, ils vont se mettre 2 heures ou 4 heures dans la semaine, mais ils arrivent sur l'agenda, ils bloquent. Vu qu'en amont, ils n'ont pas fait le travail d'apprendre à connaître. En fait, c'est toujours le même souci, c'est apprendre à connaître ton client. Le client, ce n'est pas juste lui qui va te filer un mandat pour te demander à vendre la maison. Tu peux apprendre plein de choses si tu sais poser les questions et que tu arrives à récupérer les infos. On a plein de choses encore qui se passent en commentaire du coup. On a 2 questions sur lesquelles je voudrais qu'on revienne, celle de Julien. Mais avant cela, on a, je crois que c'est, je ne voudrais pas me tromper de prénom, il faudrait que je remonte, je crois que c'est Frédéric. Frédéric qui pose la question qu'on voulait aborder finalement. Frédéric dit, ce que j'ai pu constater sur les réseaux, c'est que les conseillers communiquent souvent pour eux et entre eux, mais pas assez pour leurs clients. Et ça, c'est vraiment un sujet qu'on voulait aborder ce matin avec Alexandra, qui est en fait… tiens, je vais prendre un exemple, et ça va parler à Julien notamment. On a eu un rendez-vous l'autre jour avec une dirigeante d'une grosse structure, une quinzaine d'agences immobilières, et on prenait le cas d'une des conseillères de cette structure qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je trouvais qu'elle disait un truc très vrai, c'est qu'en fait, la conseillère en question a fait une vidéo humoristique, je ne sais plus si c'était un réel Instagram ou pas, mais peu importe, sur le fait qu'elle avait reçu une offre d'achat à 30 000 € de moins
que le prix affiché. Et donc, elle tournait un petit peu en dérision le comportement des clients qui font des offres trop basses, etc., dans une vidéo humoristique. Et ça gênait la dirigeante du réseau parce que tourner en dérision le comportement des clients, certes, ça fédère la profession, ça a du buzz et ça donne de la visibilité à la vidéo auprès de professionnels de l'IMO. Mais qu'en est-il de l'acheteur ou du vendeur qui habite dans sa commune ou dans son village qui verrait cette même vidéo? Et donc, ça amène à la question de Frédéric sur est-ce qu'on ne communique pas trop dans une espèce d'entre-soi immobilier et pas suffisamment auprès des gens qu'on cherche à servir finalement? En tout cas, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, c'est clairement l'impression que j'avais. C'est toujours cette impression où on communique entre nous et je peux comprendre qu'il y ait des clients qui aient cette impression que le pro se fiche de lui, je vais rester poli, mais ça peut se donner cette impression. Après, si le conseiller assume totalement et derrière peut l'expliquer, il n'y a aucun souci s'il l'assume. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il faut avoir une certaine expérience terrain. Il faut aussi avoir une certaine expérience de la com et avoir conscience que chaque image et chaque mot a une conséquence derrière et qui peut être interprété de différentes façons. Et je ne suis pas sûre que les conseillers aient vraiment cette prise de hauteur en fait quand ils communiquent. Mais tout simplement aussi parce que la plupart en amis, ils vont avoir qui en amis sur 1000 amis, ils vont avoir 800 conseillers en IMO. Donc la publication va être vue par qui? Quand on publie, on s'est vu par 10% de l'audience, les 10 premiers pourcents, ça va être les conseillers, et ainsi de suite. Et en fait, le client ne va pas le voir, il n'y a que les conseillers. Et puis, c'est pour ça, en fait, que ça communique en interne. Oui, et ça nourrit en fait un peu la machine je fais une publication, ça plaît au conseiller immobilier, comme ça plaît au conseiller immobilier, je refais des publications qui plaisent au conseiller immobilier, et à un moment, je rentre dans un truc où je finis par faire rire toute la profession, mais ça ne me sert pas pour rentrer des mandats. Et puis l'algorithme, vu qu'il a compris que ce que tu publiais plaisait aux professionnels de l'immobilier, du moins à l'audience qui s'intéresse à l'IMO, mais il ne va pas du tout le montrer aux prospects. Donc, conclusion, tu publies pour rien. Si tant est que la publi, ça soit fait pour entrer des prospects. Et pas pour recruter des conseillers immobiliers, par exemple. Voilà. Ah oui, là, après, c'est autre chose. Ceux qui veulent recruter ou qui veulent monter un réseau, dans ce cas-là, c'est un autre type de com. Mais là, je pense qu'on est plus sur une audience qui veut surtout attirer les prospects et pouvoir en vivre. Est-ce que du coup, ça a de l'intérêt de regarder ces stats? Hier, on le disait tout à l'heure un peu en off, je ne sais pas si Stéphanie écoutera ce live, mais une conseillère qui, du coup, hier ou avant-hier, affichait les stats des communes des personnes, de ses abonnés. Donc, elle regardait ses abonnés Instagram, elle regardait dans quelles communes ils habitaient. Et il y avait 4 des 5 premières communes qui étaient 4 communes sur lesquelles elle travaille finalement, la 5e étant Paris. Donc, ça, pour une question de volume, je pense que ça peut s'entendre. Du coup, est-ce qu'on peut inviter les conseillers immobiliers à aller regarder leurs stats, à aller vraiment creuser leurs abonnés, les gens qui les suivent, et regarder si vraiment ce sont des habitants de leur territoire? Alors, je ne les invite pas. En fait, là, c'est une injonction. Il faut aller voir ces stats. C'est obligatoire. Alors là, je pense qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais on ne sait pas comment faire. Mais au-delà de ce petit souci technique où, en gros, avec une vidéo d'une demi-heure, c'est bouclé, non, il faut aller voir ces stats. C'est obligatoire. C'est obligatoire parce que dans les stats, comme tu disais, on voit son audience, on voit la commune, on voit l'âge, on voit d'où est consommé le contenu. Donc c'est pareil, si on rentre dans la technique, on ne publie pas la même chose ou les mêmes visuels si le contenu est consommé sur un téléphone ou sur un ordinateur. On voit, je ne sais plus ce que j'ai oublié, commune, âge. On voit tout en fait sur les stats. Et c'est pas pour rien qu'on dit que Facebook, on avait cette impression entre guillemets qui nous flique, c'est que vous avez toutes les informations de votre audience. Donc vous avez même les informations sur vos concurrents. Donc là, vous pouvez voir ce qu'ils ont fait, vous pouvez voir les publications qui ont marché chez vos concurrents. Donc vous, ça vous permet aussi de pouvoir voir si ça a marché chez eux sur le même secteur que vous. Éventuellement, vous pouvez faire la même chose, au moins tester. Et vous avez, une fois que vous savez vous servir des stats, c'est… Oui, parce que c'est l'avantage d'Internet en termes de traçabilité, entre guillemets, c'est qu'on a des infos qu'on n'aurait pas sur de la communication terrain. Donc, c'est finalement d'autant plus efficace qu'elle nous permet de regarder le retour sur investissement que l'on peut potentiellement avoir. On a Julien qui évoquait tout à l'heure le sujet de, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que
parler toujours de ses victoires, ça intéresse les gens en fait. Et on voit peu de conseillers parler de leurs galères ou des soucis qu'ils ont dans leur quotidien finalement. Ah, ça me rappelle un post d'Idriss que j'ai vu passer sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, où tu parlais justement de la com que j'ai faite. Ouais. Alors, oui, ça peut être intéressant pour montrer quand même un peu l'expertise, parce qu'à un moment donné, si vous arrivez à vendre une maison en moins de 24 heures, il faut quand même le dire à vos clients qu'il faut qu'ils vous choisissent vous parce que vous avez la base de clients, vous avez l'expertise, mais je pense qu'il y a la façon de le faire. Aujourd'hui, j'ai notaire, aujourd'hui, j'ai rentré 15 mandats exclusifs, clairement, vos clients, ils s'en fichent, quoi. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est l'histoire qu'il y a derrière. On va revenir sur le romantisme. Tu disais qu'il fallait quitter un peu le côté. Mais là, j'y retourne, en fait, c'est que il faut raconter une histoire. À un moment donné, oui, c'est bien que vous disiez que vous êtes expert sur votre commune, que vous savez rentrer 15 mandats, que vous les vendez tous en moins de 24 heures. Bon, j'exagère, mais c'est pour vous grossir un peu le truc. Mais expliquez comment vous le faites, en fait. Rassurer les prospects, raconter l'histoire de la famille. Il y a plein de façons de le faire pour que ça soit quand même beaucoup plus digeste que de voir sur votre page Facebook que des aujourd'hui j'ai notaire, aujourd'hui j'ai rentré 15 exclus, aujourd'hui j'ai recruté cette personne. Je pense que ouais, ça sera plus simple à consommer en fait. Estelle nous demande où est-ce qu'on retrouve les stats. Alors, c'est sur la page Facebook ou sur les comptes professionnels Instagram, pour rester vraiment sur les réseaux. Après, là, ça va être compliqué en live. Après, elle peut me contacter en message privé. Je lui montrerai rapidement, soit en petite vidéo, soit en copie d'écran. Mais uniquement page Facebook et compte pro, je précise, compte business ou compte créateur Instagram. Et en plus, après, ça peut vous permettre de bosser sur les pubs si un jour vous voulez faire des pubs Facebook. Ok. Je voudrais qu'on en vienne au sujet de l'apport de valeur et de l'expertise. Tu sais, justement, on venait de parler de est-ce que ça vaut le coup de parler de soi, etc., etc. C'est comme les gens qui viennent dans des lives faire de la pub, etc. Au lieu de parler de soi, comment est-ce qu'on fait pour finalement démontrer son expertise, produire du contenu de manière générale pour démontrer une expertise qui va du coup attirer les gens à soi parce qu'on leur aura apporté de la valeur par principe de réciprocité finalement. Je donne du contenu qui est intéressant et potentiellement je fais en sorte que tu puisses venir à moi lorsque le moment sera venu de manière opportune, c'est-à-dire je multiplie les apports de valeur avant d'avoir un appel à l'action et pas un côté très manipulatoire de je fais un truc pour toi et tout de suite derrière je cherche à le monétiser. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer son expertise de conseiller en immobilier sur un territoire ? Alors, je pense qu'avant tout, il faut voir sur le long terme. Comme tu disais, il ne faut pas voir je mets 3 publis et je veux avoir directement un contact. Il ne faut pas avoir peur de tout donner, en fait. Je sais que je discutais avec une conseillère qui me disait « Ouais, mais bon, si je leur en dis trop, ils vont plus avoir besoin de moi. En fait, ils vont vendre en PAP. » Un truc qu'on me dit souvent. Alors, et non, parce qu'en fait, faut vous dire que quand vous publiez vous faites des publis, je reviens au pourcentage, je suis pas très chiffre, mais voilà, là c'est le cas. Vous avez que 10% de votre audience en fait qui voit les publis, donc vous aurez beau publier 15 fois la même publi sur 2 mois, votre audience va peut-être l'avoir 1 ou 2 fois, et même s'ils se disent à un moment donné, j'ai déjà vu. Ça va pas les choquer plus que ça. Donc clairement, si vous avez réellement d'expertise, si vous savez de quoi vous parlez, allez-y, donnez tout quoi. Et puis et ça va venir obligatoirement vers vous en fait. Oui, puis fondamentalement, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre dans une publication à un particulier qu'il ne pourrait pas obtenir par lui-même sur Google? C'est-à-dire, je ne vois pas quelle typologie de conseil on donnerait aujourd'hui à un particulier pour améliorer sa transaction ou l'aider à atteindre ses objectifs, qui ne serait de toute façon pas déjà disponible quelque part sur Internet. Par contre, il y a de la valeur ajoutée à être celui qui a fourni cette information-là. D'où le fait de raconter des histoires. Parce qu'en fait, il n'y a pas tout est dit. Donc, s'ils veulent des infos, je sais pas, je prends mon cas. Quand je veux une info, je peux vous dire, je vais la trouver sur Internet. Il n'y a pas de souci. Quitte à passer 15 jours, si j'ai décidé que je ne payerais pas, j'aurai l'info et je peux limite être, entre guillemets, aussi experte que le pro. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je veux avoir l'expertise du pro, je veux avoir sa personnalité. Là, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Ils veulent juste être bien et passer un bon moment avec vous et vous faire confiance et dire, c'est bon. Je m'occupe plus de rien. Je sais que j'aurais pu économiser de l'argent. Maintenant, limite, ils sont contents en fait de vous donner les honoraires. C'est ça en fait. Il y a Cédric qui nous dit combien faut-il de contacts sur ma page Facebook pour générer un impact? Existe-t-il des stats à ce
à ce sujet? Alors, le chiffre ne fait pas la qualité. Maintenant, si tu travailles sur un secteur, sur un tout petit secteur, moi, j'ai réussi à avoir de très bons contacts et à me faire et à faire fonctionner ce que j'ai déménagé entre-temps, parce que c'était pas assez simple de changer de réseau. Donc, j'ai aussi tout recommencé à zéro sur là où j'habite maintenant. Et en fait, en stratégie, j'avais, avant de rentrer du mandat, moi, ma stratégie, c'était de me faire voilà, j'ai bouffé le mot, à me refaire un cercle d'influence de professionnels. Je me suis dit, comme ça, au moins sur le long terme, ils vont parler de moi et ainsi de suite. Et j'ai commencé sur ma nouvelle page Facebook, j'avais peut-être 300 abonnés, mais clairement, j'en avais peut-être 5 sur le secteur. Insta, pareil. Et en 15 jours de temps, j'avais 3 rendez-vous sur le terrain à prendre un café avec des entrepreneurs. Donc, c'est pas tant le nombre d'abonnés, c'est la qualité et ce que vous en faites derrière. En fait, il faut se dire que là où vous créez du business, c'est en message privé. Hein. C'est pas dans les commentaires et c'est pas au nombre d'abonnés. Hein. C'est tout ce qui se voit pas, en fait, qui vous permet de rentrer du business. Ouais. Et puis, et puis encore une fois, quand on va faire le lien entre les deux, c'est-à-dire que pour répondre à Cédric, donc ton audience, tous les gens qui sont susceptibles de te voir, de t'écouter, de t'entendre, de te lire, etc., etc. Et en fait, tu as tes ressources mobilisables. Tu as peut-être une quinzaine de professionnels qui déjà gravitent de fait autour de ton activité parce qu'ils sont courtiers, parce qu'ils sont avocats, architectes, maçons, piscinistes, peu importe, etc., qui sont déjà une première base sur laquelle tu peux t'appuyer en termes de visibilité, d'apport d'affaires, etc., etc. Puis ensuite, tu vas aller les commerçants locaux, puis tu vas aller vers les premiers clients, tu vas aller sur les gens qui te connaissent déjà, qui sont dans ton smartphone déjà de base, auprès desquels tu vas pouvoir échanger régulièrement. Puis petit à petit, tu vas faire jouer l'effet de réseau, puisque chaque personne connaissant X personnes, les choses peuvent aller vite et il suffit de 30, 40 vrais ambassadeurs de ton business, des gens qui vont parler de toi lorsque le sujet d'immobilier va venir sur la table pour que tu puisses très rapidement pouvoir obtenir des recommandations, tes clients, des mandats, les mandats en ont d'autres mandats, etc. etc. Alexandra, dernier sujet que je voudrais qu'on aborde, c'est donc finalement on n'a pas répondu à la question de comment être soi-même finalement, parce que beaucoup de personnes, tu as commencé un peu par ce côté, les gens se posent beaucoup de questions, il y a des questions de confiance en soi, d'estime de soi, d'image, etc. Comment on fait pour être soi-même à l'heure où on nous vend finalement des templates prêts à l'emploi de visuels, de documents, de types de vidéos, etc., etc. Comment on fait pour à la fois communiquer sans pour autant faire comme tout le monde, et qui dit comme tout le monde, rarement comme soi en fait. Alors, je pense qu'il faut vraiment arriver à un moment donné à se poser. On est tous pareils, on est tous à fond dans nos activités et on ne prend pas assez le temps à un moment donné de prendre ne serait-ce que, alors ça, je dis ne serait-ce qu'une semaine, ça va paraître énorme. Mais moi, c'est ce que j'ai fait au moment où j'ai décidé de changer d'activité, c'est que pendant une semaine, je me suis totalement isolée et j'ai réfléchi sur le pourquoi. Je pense que ça va parler à pas mal. Et je pense que pour les conseillers, c'est pareil. Il faut qu'ils prennent un peu de retrait, qu'ils travaillent sur leurs valeurs pro, savoir quelles valeurs ils veulent vraiment mettre en avant. Qu'est-ce qui, en gros, leur parle dans leur trip et savoir pourquoi ils font ce boulot, quoi. Et donc les valeurs, savoir aussi ce qu'ils souhaitent amener à leurs clients. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment un boulot intérieur. Et après, il y a du côté pro, il y a des questions à se poser. Bon, là, en live, ça va être hyper compliqué. Mais quand je fais bosser aux conseillers, on a tout un listing de questions, des tableaux à remplir. Et déjà, une fois que tu as fait ce travail-là, tu sais le positionnement que tu vas avoir au sein de ton activité. Et puis, on ne va pas se cacher, il y a aussi de se mettre un bon coup de pied aux fesses et d'arrêter de se comparer. Parce que le nombre, tu parlais de Stéphanie, le nombre de personnes qui me disent « Ah, j'ai vu un tel », alors, entre autres Stéphanie qui inspire énormément, c'est super, mais arrêtez de vous comparer. Vous ne savez pas ce qui se passe en off, vous ne savez pas l'ancienneté qu'a la personne sur les réseaux. Et puis parce que vous êtes unique. Donc déjà, bien bosser sur ces valeurs, bien travailler aussi sur le client. On revient sur le client idéal, mais en fait, tout se recoupe parce qu'à ce moment-là, quand ils vont savoir qu'ils connaissent leur base, ça va leur donner de la confiance. Ils ont confiance.
ils vont pouvoir se caler des objectifs. Et là, au moment où ils auraient pu avoir peur et décrocher le téléphone, je sais pas, pour faire une story, ils vont se dire, ouais, mais c'est pas grave. Je sais pourquoi je le fais, allez, je fonce et on verra bien. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. C'est qu'au départ, je bloquais parce que j'avais pas assez défini les objectifs. Et à un moment donné, tu te poses pas la question, tu sais, bon, je sais où je veux aller, allez, on prend le téléphone et tant pis, la story, pour reprendre lequel la story, ça dure 24 heures. Et puis les publis, et ben, si le visuel est moche, et ben, c'est pas grave. Oui, les gens, ils n'ont pas notre connaissance technique. Donc, ce que vous faites de moche, eux vont trouver que c'est bien. Donc, Et puis, accepter que tout ce que vous produisez est parfaitement imparfait et que c'est qu'une V0 ou une V1 de ce que vous faites et que fait est mieux que parfait, que ben, vous faites et puis vous corrigez après coup et puis la fois d'après, ce sera mieux. Et puis, franchement, si vous avez des doutes, allez checker les premières vidéos de ma chaîne YouTube il y a 3 ans ou il y a 4 ans et qui sont dégueulasses quoi, par rapport à celles qu'on produit actuellement. Et c'est OK, à chaque fois, tu vas progresser. Et puis, d'ailleurs, tu t'aperçois que la manière dont c'est perçu par le monde est souvent finalement plus bienveillante que le regard que tu as toi-même sur ce que tu produis. Et puis, petit à petit, tu vas améliorer. Je voudrais juste qu'on réponde à Émilie qui disait être soi-même ou quelle est la limite, etc. Je ne peux pas faire une story en faisant n'importe quoi et écouter en plus Dr Alban. Donc, Julien lui précise que c'est trop bien Dr Alban et je suis d'accord avec Julien. Tu peux tout à fait faire une story avec Sing Alléluia derrière. Mais si c'est ça, en fait, si c'est authentique, si c'est vrai, si c'est voilà, danser, pour reprendre l'exemple d'Émilie, danser sur de la musique, si c'est pas ce que tu ferais toute ta journée ou tous les jours, ben ça va sonner faux. Et quand ça sonne faux, c'est pas aligné. Et quand c'est pas aligné, ça rassure pas les clients. Et rassurer les clients, c'est avoir une communication qui est totalement alignée entre ce que tu es et ce que tu produis, quoi. C'est ça. Et puis aussi le fait qu'on évolue. Ce qu'on fait maintenant, peut-être qu'on sera plus en raccord avec ces valeurs-là ne serait-ce que dans 6 mois. Donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête et tant qu'on sait pourquoi on fait les choses, go, quoi. D'où, après, le faire en forme de jeu et prendre du plaisir. Je vous invite à poser une dernière question ou un dernier commentaire pour Alexandra. Alexandra, comme je sais que tu te formes beaucoup, que tu as beaucoup vu, lu, etc., est-ce que tu as des ressources à recommander aux conseillers immobiliers qui nous écoutent? Alors, vu que les conseillers en IMO qui sont à peu près présentes, je pense, te suivent pas mal, je ne vais pas leur apprendre grand-chose en ressources de lecture. Alors, ouais, je suis plus… en ce moment, je lis très, très peu. Donc, je suis plus en ressources Internet. Alors, le problème, c'est que les noms, je ne les retiens pas. Donc, je suis une mauvaise élève. Et puis, je savais que tu allais poser la question et je n'ai pas pris le temps de noter. Après, moi, je suis énormément Instagram. Okay. Je ne suis pas très blog. Je suis énormément de comptes d'entrepreneurs d'Instagram. Je vous invite en fait à suivre les comptes d'autres personnes, mais hors IMO, pour faire l'effort de vous dire ce qui fait, si j'aime, comment moi je peux le tourner en IMO, soit pour moi, soit pour l'audience. C'est hyper intéressant comme exercice et ça vous permet vraiment de vous ouvrir à autre chose. Après, en livre, écoute, je vais t'en sortir 2, mais bon, je pense que la plupart les connaissent. C'est Ne coupez jamais la poire en deux. Ouais, Chris Voss. Ouais, c'est ça. C'est les 2 bouquins que je vais citer, c'est vraiment des bouquins en fait qui ont chez moi ont fait un énorme déclic. Alors pourtant, ne jamais couper la poire en deux, je le sais parce que on a, j'allais dire pas la même carrière, j'ai pas cette prétention que l'écrivain, mais voilà, on est issus plus ou moins du même boulot, mais ça a été assez fort. Et sinon, il y a le grand saut. Mais le grand saut, comme je te le disais, je pense qu'il faut être à une certaine maturité entrepreneuriale pour que ça fasse tilt. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que ça a largement joué dans mon changement d'activité. Et si vous êtes ouvert à tout ça, au mindset et à vous ouvrir sur autre chose, ces 2 bouquins sont pas mal. Et en plus, ne coupez jamais la poire en deux. Si vous avez des enfants, c'est nickel. C'est encore mieux que tous les livres de psychologie positive. Ouais. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss et Le grand saut de Gay Hendricks. Ouais, c'est ça. Julien dit, je le connais, ça y est, il a trouvé, elle arrive la chanson. Donc tout le monde voulait finir avec Dr Alban. Donc voilà, je ne sais pas si on entend. Voilà. Et Julien, effectivement, la conférence, c'est midi. Donc, je vous retrouve pour ceux qui sont déjà inscrits pour ma webconférence de ce midi
de midi à 14h pour partager la pause déjeuner avec moi. Vous êtes plus de 800 ou 850 inscrits, je crois. Donc, on a hâte de vous retrouver pour cette webconférence de ce midi. Invité surprise la semaine prochaine, puisque on a décalé et que donc je n'ai pas encore l'invité la semaine prochaine, mais ceux du 15, du 22 et du 29 sont déjà bookés. Voilà, Grégory nous dit la sincérité et l'authenticité génèrent la confiance. Grégory qui parlait tout à l'heure de personal branding, qui connaît bien avec Billy.imo. Émilie, Marie-Pierre, Maxime, Frédéric, Julien et tous, merci à tous de votre présence pour cet expresso de Rassemblimo de ce matin. Alexandra, merci beaucoup pour ces partages. Je vous retrouve donc nombreux ce midi si vous le souhaitez. Et sinon, mardi prochain à 9h pour un nouveau live. Vous retrouverez cette interview comme toutes les précédentes sur le podcast, sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à ceux qui étaient là pour la première fois en live après nous avoir écoutés en podcast. Donc voilà, si vous avez envie, si vous êtes en train d'écouter cette interview en podcast et que vous avez envie de partager un bon moment le mardi matin en live, ça se passe en live. Et puis, si vous voulez réécouter ça dans les oreilles en faisant votre passage ou votre footing, ça se passe sur votre plateforme de podcast préférée. Tout le monde nous dit merci. Merci à vous, très intéressant. Merci Alexandra pour tous vos conseils. Merci à tous. À tout à l'heure, nous dit Frédéric. À tout à l'heure. Salut Jean-Charles pour ce premier live. Merci à toi. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une très, très belle… Alexandra, je suis trop fier de toi, dit Claudia. Voilà. C'est trop beau. On finit avec un peu de love. Voilà. Donc, tu as des membres de l'académie qui te retrouvent à midi pour le coaching. Et puis, pour tous les autres, je vous retrouve pour la webconférence à midi. Voilà. Passez une belle fin de journée. Et puis, vous penserez à moi quand vous écouterez Dr Alban toute la journée. Allez, à plus. Ciao. Salut.